Salut à tous et bienvenue sur ma première vidéo de cours en ligne qui sera sur la création de sites web. Je vais donc essayer de vous apprendre à créer un site web de A à Z entièrement par vous-même. C'est très important, j'insiste bien là-dessus, par vous-même, de manière totalement autonome, sans passer par un tiers, par un site tel que mon site ou encore il en existe plein d'autres qui vont vous proposer, si vous voulez, des maquettes de sites, des sites préfabriqués dans lesquels il vous suffira de cliquer sur quelques petits trucs et d'écrire votre texte, tout ça. Moi, c'est pas ça que je vous propose. Je vous propose de le faire entièrement de A à Z par vous-même. Alors pourquoi je vous propose de galérer à tout faire par vous-même s'il existe des outils en ligne qui font très bien ça pour vous en quelques clics et tout ça? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si vous faites tout par vous-même, déjà, c'est votre site. Il sera comme vous le voulez, exactement comme vous le voulez, comme vous l'avez imaginé. Vous êtes totalement libre de faire tout ce que vous voulez. Il y aura la structure que vous voulez, le comportement que vous voulez. Si vous avez envie qu'il y ait des slides qui défilent, il y aura des slides qui défilent. Si vous avez envie que le menu soit sous forme de bouton, il sera sous forme de bouton. Euh, tout se passera comme vous voulez exactement. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, donc, la deuxième raison, c'est que vous aurez un nom de domaine propre, si je puis dire. Un nom de domaine, le nom de domaine, c'est par exemple youtube.com. C'est l'adresse de votre site en gros. Et vous aurez un nom de domaine, ce que j'entends par nom de domaine propre, c'est-à-dire que ce ne sera pas par exemple sitecreator.com slash mon site, mais ce sera monsite.com tout court. Ce sera simple, ce sera épuré, tout ça. Bon, c'est pas la raison essentielle, mais je trouve que ça compte aussi. Ensuite, donc la dernière raison, elle est très importante, c'est que si vous utilisez un assistant de création de site, tel que j'en ai utilisé moi au début, ce sera bon, très utile tant que votre site restera simple et assez petit. Mais dès qu'il commencera à devenir un peu complexe, dès qu'il y aura beaucoup de contenu, etc., ça arrivera très facilement, très souvent, que votre site se mette à bugger, qu'il y ait plein de bugs, par exemple des images qui passent les unes sur les autres, de la structure qui s'en mêle ou des choses qui apparaissent pas. Et le seul moyen d'y remédier, c'est de faire au fond ce que je vais vous apprendre, à savoir de manipuler le code source, de vous-même taper en gros le code qui régit le site web. Et donc au final, il faudra apprendre tout ce que tout ce que je vais vous apprendre dans les vidéos qui viennent. Mais la seule différence, c'est que vous aurez d'abord eu un tas de problèmes sur les bras, un tas de bugs, il faudra tout reprendre de A à Z. Donc voilà, moi je vous propose dès le début d'apprendre à tout faire par vous-même pour éviter tous les bugs, etc. Avant toute chose, ce que vous devez savoir si vous n'êtes pas familier avec la création de site web, c'est qu'un site web, ça se code, c'est-à-dire qu'on crée ce qu'on appelle un code source, c'est-à-dire on utilise un logiciel qu'on appelle un éditeur de texte pour taper au clavier le code source de la page web, c'est-à-dire pour écrire à la fois son contenu, mais à la fois aussi la manière dont il se présente, quelles images on doit y insérer, etc. Et ce code source, donc, on doit l'écrire en un langage. Et il y a deux langages, c'est capital, il faut à tout prix que vous les reteniez, deux langages qui sont indispensables en web, c'est HTML et CSS. Vous ne pouvez pas coder sans utiliser ces langages, c'est impossible, c'est une norme. Aujourd'hui, le web utilise HTML et CSS, les navigateurs tels, tels que Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, ils ne comprennent que l'HTML et le CSS. C'est tout ce qu'ils comprennent, donc il faut que vous les appreniez. HTML se charge de tout ce qui est contenu. En HTML, vous dites par exemple, je veux qu'il y ait tel texte, je veux telle partie du texte, ce sera le titre de la page, telle autre partie, ce sera un paragraphe. Vous dites aussi, là, je veux insérer une image, etc. et ainsi de suite. En CSS, vous vous occupez de la mise en page. Vous dites par exemple, le menu je veux qu'il soit à gauche, je veux qu'il soit présenté sous forme de puce. Les puces, ce sera des ronds, des boutons, n'importe quoi. Le fond d'écran sera, le fond de la page sera par exemple bordeaux, je dis n'importe quoi. Vous occupez de la forme. En fait, c'est HTML
pour le fond, CSS pour la forme. Ça, c'est capital, il faut que vous le reteniez. HTML pour le contenu, CSS pour la présentation. Alors, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a d'autres langages qui sont très utiles à la création de sites web, tels que PHP, MySQL, JavaScript, jQuery. Ce sont des langages qui sont très attrayants parce qu'ils permettent de faire plein de choses impressionnantes, ils permettent de gérer des bases de données, c'est-à-dire créer des comptes utilisateurs, faire des forums, stocker énormément de données. Ils permettent par exemple de faire des jeux en ligne, des tout petits jeux, vous savez, comme il y a des fois des jeux flash par exemple, des jeux sur lesquels vous pouvez jouer directement, tels que des snakes ou des choses dans le genre. Ils sont très attrayants. Vous pouvez faire des sliders aussi par exemple. Ils sont très attrayants, mais ils sont très complexes et ils servent à générer, au final, ils servent à générer de l'HTML et du CSS. C'est ça, quoi qu'il en soit, qui arrive à votre navigateur. Beaucoup de gens font l'erreur de commencer direct avec un langage complexe tel que PHP ou autre, en se disant oui, bon, HTML, CSS, c'est la base, je vais sauter, voilà. Sauf que justement, c'est la base, c'est là-dessus que tout se fonde. Et si vous sautez direct à ce qui est plus complexe, tel que PHP, etc., vous allez être perdu rapidement, très rapidement. Vous n'allez pas réussir à bien gérer votre site. Donc, j'insiste là-dessus aussi. Commencez par la base, commencez par le commencement. N'allez surtout pas directement vers JavaScript, PHP, etc. Il y en aura toujours peut-être qui s'en sortiront, mais c'est très complexe et ça fait galérer pour rien. Voilà. Donc tout d'abord, vous vous en doutez, je suppose, on va commencer par HTML et CSS. On va voir les bases dans les premières vidéos. Et donc tout d'abord, votre site ressemblera pas à grand chose. Enfin, comment dire, il sera fonctionnel, il sera pas super beau, pas super agréable visuellement. Ne vous inquiétez pas, surtout, ce sera juste temporaire. Au fur et à mesure qu'on avancera dans HTML et CSS, ce sera de mieux en mieux. Quand on arrivera à PHP, MySQL et tout le reste, il sera en plus dynamique et très performant. Vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Et donc aussi, vous devez savoir qu'on va utiliser un schéma type. Je vais utiliser un schéma type dans chacune de mes vidéos. Tout d'abord, on va voir les grands traits de la notion dont on va parler. Et ensuite, on verra tout un tas de détails en vrac. Par exemple, on verra des points de vue concept, comment structurer sa page, encore comment la présenter ou n'importe quoi. Et ensuite, dans la même vidéo, on verra plus de détails sur, par exemple, la police, le clignotement ou d'autres choses, etc. On verra tout un tas de détails en vrac, dans lesquels vous pourrez puiser, mais vous ne serez pas obligé de puiser dedans. En gros, il y aura le squelette, puis tout un tas de choses dans lesquelles vous pourrez puiser. Et ensuite, donc plus tard, pour vous puissiez bien vous y retrouver, je mettrai sous la vidéo, dans la description, un lien sur mon site personnel dans lequel je récapitulerai tout. Ça pourra vous aider quand vous voudrez tester, vous pourrez regarder un truc en point par point pour vous y retrouver. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un TP, je vous proposerai de faire quelque chose. Je vous présenterai par exemple une page que j'aurai moi-même codée. Je vous présenterai juste la façon dont elle se présente, les fonctionnalités qu'elle remplit, et je vous dirai voilà, maintenant mettez sur pause et essayez de le faire vous-même, de la manière que vous voulez, pas forcément exactement de la manière que j'ai fait. Et ensuite, je vous présenterai le code source, je vous expliquerai comment je l'ai fait. Vous pourrez avoir fait autrement, mais vous aurez quelque chose de solide sur lequel vous appuyez. Quelque chose qui marchera, voilà. Ça vous permettra de vous exercer, de bien vous imprégner d'un concept avant de passer au suivant. Comme ça, je suis partisan de l'expression, comme on dit, ne pas confondre vitesse et précipitation. Je préfère éviter de vous mettre tout en vrac en une ou deux vidéos que vous ayez globalement compris, mais que dans 2 jours, vous ne vous rappelez plus de rien. Je préfère plutôt vous bien approfondir les choses et vous laisser le temps de bien vous imprégner. Comme je vous ai dit, je vous ferai des TP à la fin de chaque vidéo. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas attendre le TP, de le faire bien sûr aussi, mais durant la vidéo, au fur et à mesure que je vous explique les choses, vous mettez la vidéo d'un côté de l'écran en réduit
Et de l'autre côté, vous ouvrez l'éditeur de texte. Au fur et à mesure que je vous explique, vous testez les choses une à une. Je vous conseille ça. Un conseil que je vous donne pour concrétiser les choses immédiatement, pour éviter que ce soit trop abstrait, pour éviter que vous fassiez une fausse idée de ce que je vous raconte tout au long de la vidéo et de vous raconter juste au TP que c'était pas du tout ça. Ça peut vous aider. À l'heure où je vous parle, je viens de finir d'enregistrer la vidéo. Donc je vous adresse un petit message que je mets vers le début de la vidéo pour vous montrer ce dont vous serez capable à la fin de la vidéo. Donc là, ça c'est le TP que vous aurez à faire à la fin de la vidéo. Donc elle est un peu plus longue que prévu, elle dure 1 heure, je m'y attendais pas. Mais c'est pas exceptionnel, mais bon, vous avez déjà des bases. Ça ressemble pas à grand chose parce que j'y ai pas passé longtemps, mais vous pourrez quand même faire quelque chose de concret. On avancera, on produira des choses supplémentaires plus tard. Donc je ferai un petit lien vers Google Maps, voilà tout ça. Bref, vous verrez tout ça. Un dernier point avant de mettre la main à la pâte, c'est que vu que c'est des cours en vidéo, vous aurez souvent besoin de revenir en arrière, de réécouter une explication que vous n'avez pas forcément bien compris, puis de revenir là où vous en étiez, puis de repartir en arrière, en avant, etc. dans tous les sens. Et ça, c'est pas forcément évident avec les vidéos. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis, pour vous aider, en dessous, je vous mettrai en dessous de chaque vidéo, dans la description, une sorte de sommaire de la vidéo, avec tous les concepts qui sont vus, et avec des liens cliquables sur, par exemple, 3 minutes 40, création d'un tableau. Vous cliquez sur 3 minutes 40, pouf, vous sautez au moment de la vidéo où je parle des tableaux. Puis vous cliquez sur 7 minutes 18, des images, et hop, vous allez sur les images, ainsi de suite. Vous pouvez partir en arrière, en avant, etc. Je pense que ça vous sera utile. Donc on va terminer par un petit récapitulatif des principaux points à retenir. Alors tout d'abord, donc, on n'utilisera pas d'assistant à la création de site web, on fera tout de manière autonome, premièrement donc. Deuxièmement, il s'agira d'écrire un code source dans un éditeur de texte. Ensuite, donc, on va commencer dans la première vidéo par HTML et CSS. HTML pour le contenu, CSS pour la mise en page. Et enfin, donc, je vous demanderai de tester continuellement ce que je vous dirai et d'utiliser le sommaire cliquable dès que vous en avez besoin pour sauter d'un point d'une vidéo à l'autre, etc. Voilà, on a fini pour cette petite introduction. On a vu tous les points qu'il y avait à voir, donc on va pouvoir commencer à coder, on va pouvoir commencer à créer notre premier site web. Donc je vous souhaite bon courage et surtout restez concentrés. À tout à l'heure. Pour commencer, il faut vous munir d'un éditeur de texte. C'est ce qui vous permettra de taper le code source de votre page, donc ce qui générera votre page. Vous pouvez prendre l'éditeur de texte que vous voulez, n'importe lequel, ça conviendra. Tous les éditeurs de texte peuvent permettre de créer des sites web, mais je vais vous en présenter quelques-uns au cas où vous n'ayez pas d'idée. Personnellement, je suis sous Mac, donc j'utilise Fraise, enfin je pourrais en utiliser d'autres, mais j'utilise un éditeur de texte de Mac. Et donc en fait, selon votre système d'exploitation, à savoir Windows, Linux, Mac, vous pourrez avoir certains éditeurs de texte et pas d'autres. Donc je vais vous en présenter 3, si vous n'avez pas d'idée. 3 qui sont gratuits et qui sont assez bons à mon goût. Donc alors sous Windows, vous avez par exemple Notepad++. Sous Mac, vous avez Fraise. Sous Linux, vous avez Gedit. C'est 3 exemples de bons éditeurs de texte, mais prenez celui que vous voulez. En fait, pourquoi je dis que ce sont des bons éditeurs de texte? En fait, c'est des éditeurs de texte qui sont faits pour coder, qui sont faits pour écrire des codes sources. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est pratique quand vous écrivez des codes sources, c'est la coloration syntaxique, donc les balises par exemple en une couleur, des mots-clés dans une autre, etc. Et l'indentation aussi, ça permet de vous y retrouver, de savoir ici il y a la balise HTML qui s'ouvre, ici la balise HTML qui se ferme. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Et il y a des éditeurs de texte qui font pas tout ça, qui colorent pas ni rien, qui sont pas faits particulièrement pour coder. Par exemple, Blocknote sous Windows, célèbre Blocknote. Bon, ça a peut-être changé sous Windows 8, je connais pas trop, mais sous Windows 7 et avant, ça permettait en tout cas de taper des codes sources. Mais ça, c'est pas très bon. Vous avez, sous Windows, prenez plutôt Notepad++ ou d'autres. Voilà. Maintenant, on va créer nos premières pages. Je vais vous demander donc d'ouvrir votre éditeur de texte. Vous obtenez donc sûrement une page sans titre, comme moi.
Si ce n'est pas le cas, il faudra créer un nouveau fichier, par exemple avec le signe plus, là, nouveau, ou encore menu fichier, nouveau, ou encore quelque chose de pratique sous Windows ou Linux, sûrement CTRL plus N. Vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé puis vous appuyez sur N en même temps. Et sous Mac, commande plus N. Sur certains éditeurs, vous aurez besoin d'indiquer explicitement le langage dans lequel vous allez coder. Donc il faudra sûrement aller dans un menu, je ne sais pas lequel exactement, peut-être outils. Vous aurez dans un sous-menu, il y aura marqué langage. Vous cliquez dessus et vous choisissez le langage que vous voulez. En l'occurrence, donc la première page qu'on va créer, ce sera en HTML. Ensuite, donc, je vais vous demander de sauvegarder votre page, de la nommer et de lui donner une extension. Soit vous allez dans Fichier, Enregistrer sous, ou soit vous appuyez sur un petit bouton, ou encore CTRL majus ou commande majus. Donc vous vous baladez dans l'arborescence de fichiers pour choisir l'emplacement de votre fichier. Et ensuite vous le nommez. Vous lui donnez le nom que vous voulez, en l'occurrence je vais l'appeler exemple.html. C'est très important. .html, ça lui donne une extension. Cette extension, elle sert à dire qu'on va donc créer le contenu de notre page web. J'ai déjà un exemple.html, donc je vais faire exemple2.html. Ensuite, vous faites enregistrer. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer notre page. D'abord, je vais vous demander d'en faire une seconde. Commande N, par exemple, pour créer un nouveau fichier. Encore commande majus. Et donnez-lui un nom. Par exemple, l'exemple 2. .css. .css. Là aussi, c'est très important, je sais bien là-dessus. Ça ne marchera pas si vous ne le faites pas. Enregistrer. Je vous ai écrit le code de base, le code minimal nécessaire à toute page HTML. Si vous ne le mettez pas, ça marchera quand même, votre page s'affichera quand même, mais elle ne sera pas valide, elle ne sera pas conforme à la norme W3C. W3C, c'est World Wide Web Consortium, je crois. C'est un ensemble, un regroupement d'entreprises ou de je ne sais pas quoi exactement, qui décide des normes qui régissent le web. Ça permet, pourquoi faire des normes en gros? Parce que ça permet une certaine cohérence entre toutes les pages web du monde, tous les codes sources du monde et tous les navigateurs, tels que Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Grâce à cette norme, ils sauront que telle balise veut dire telle chose et pas autre chose, et ils n'auront pas à étudier la façon dont le programmeur a fait la page. Ce code minimal sert à spécifier plein de choses qu'on verra plus tard, notamment le titre par exemple de la page qui apparaîtra en haut. Comme là, télécharger Notepad++, ce titre-là. Mais il est aussi utile aux robots Google. Les robots Google ou d'autres moteurs de recherche encore, c'est ceux qui, lorsque vous faites une recherche comme celle-là, vous permettent de trouver tout un tas de pages et vous les affichent par pertinence, par succès en gros. Ces moteurs-là étudient les pages web, ils étudient les codes sources, ils les regardent pour voir si la page web correspond à la recherche. Si le code source est mal construit, s'il n'est pas conforme à la norme W3C, le moteur de recherche ne sera pas très performant et votre page risque de ne pas être recensée. C'est-à-dire que si vous faites une page sur les jeux vidéo, quand vous taperez jeux vidéo sur internet, votre page sera peut-être à la 20e page Google ou encore elle y sera carrément pas. Tandis que si vous faites bien les choses et que en plus votre contenu intéresse du monde, elle sera peut-être à la première page. Un code HTML en général fonctionne par balise. C'est un mot très important. Une balise, en gros, c'est une portion de code, un élément de code. Par exemple, il y a la balise head qui s'ouvre ici, se ferme ici, la balise body, la balise header, H1, P, title, meta. En général, les balises fonctionnent par paire. Il y a une balise ouvrante, une balise fermante, du texte entre. En fait, pour être plus précis,
Le tout, balise ouvrante, contenu, balise fermante, on appelle ça un élément. Et les bornes, en gros, ça s'appelle les balises. Les balises commencent par un chevron ouvrant, se terminent par un chevron fermant. C'est entouré de chevrons. Les balises fermantes, elles ont, après le chevron ouvrant, elles ont un slash. Certaines ne vont pas par paire, elles sont pas associées à des contenus. Par exemple, méta. La balise méta, vous voyez, elle est à la fois ouvrante et fermante, en gros. On met le slash à la fin, et il n'y a pas de... ça va pas par paire. Il y en a une qui est particulière de balise, c'est la première balise doctype. Elle commence par un point d'exclamation, elle va toute seule, commence par un point d'exclamation. C'est une balise un peu particulière, on la verra plus tard. Dans les balises ouvrantes, ou dans les balises qui vont seules, on peut mettre ce qu'on appelle des attributs, qui sont de la forme nom égale valeur. Sachant que la valeur est entre guillemets, que ce soit entre guillemets double ou entre guillemets simple, comme on veut, les deux ça marche. Ces attributs en gros apportent des précisions pour la balise. Décortiquons donc un peu ce code de base. Tout d'abord, vous avez la balise doctype. Cette balise est obligatoire, enfin si on veut respecter la norme W3C. Je ne vais pas m'étendre sur sa raison d'être, mais en gros, elle indique qu'on va coder en HTML. Elle indique la grammaire qu'on va utiliser, la syntaxe qu'on va utiliser. Chose très importante, elle commence par un point d'exclamation, qu'il ne faut surtout pas oublier. Ensuite, vous avez l'élément HTML, donc la balise ouvrante, la balise fermante, HTML. Celle-ci contient la totalité du code HTML de votre page. La balise ouvrante HTML contient un attribut langue que vous mettrez normalement à FR, sauf si vous voulez coder dans une autre langue. Enfin, sauf si votre page sera dans une autre langue plutôt. Ça indique la langue dans laquelle vous ferez votre page, je crois que c'est pour les moteurs de recherche. Par exemple, BR pour Brésil, EN pour anglais, T pour Italie. Ensuite, vous avez les balises head et body. La balise head, c'est l'entête. Elle contient des informations générales sur la page. La balise body, c'est le corps de la page. Elle contient des informations sur ce qui est contenu à l'intérieur de la page, sur ce qui sera visible en gros, sur ce qui est physique si je puis dire. Par exemple, head contiendra le titre qui sera ici, ou d'autres informations comme la langue, etc. Enfin, d'autres informations. Et body contiendra tout ce qui code tout ça par exemple. Parce que Google, une page Google, c'est aussi une page web. Dans la balise head, on a la balise meta, qui contient ce qu'on appelle les métadonnées. Elles sont utiles pour les moteurs de recherche, entre autres. La balise meta contient l'attribut charset, qui est à UTF-8 en l'occurrence. Je vous conseille de le mettre à UTF-8, n'oubliez pas de le tirer. En gros, charset, c'est l'encodage de la page. L'encodage, c'est ce qui définit la façon dont la page est lue. En gros, dans une page web, vous avez par exemple des caractères. Là, par exemple, vous avez un H, là, c'est chiant. Vous avez un H, un accent aigu, etc. Et en gros, informatiquement parlant, ce qui est stocké, c'est pas des caractères. Ce qui est stocké, c'est ce qu'on appelle des bits, des octets plutôt. Un octet, c'est constitué de bits. Un bit, c'est une suite de 0 et de 1. Et chaque paquet de 8 bits fera un octet. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça précisément, je vous explique grossièrement pour que vous sachiez. Et donc derrière le B par exemple qui apparaît là, il y a plusieurs octets. L'encodage de la page servira par exemple à dire que ça correspond par exemple au B. Avec un encodage, une suite de 0 et de 1 donnée pourra correspondre par exemple au B. Avec un autre, cette même suite pourra correspondre à l'espace ou encore un caractère russe ou n'importe quoi d'autre. Donc quand vous indiquez l'encodage de la page, vous indiquez comment les caractères doivent être lus. Il existe plein d'encodages, par exemple ASCII. ASCII, donc c'est un encodage très basique, mondialement connu, mais qui ne permet de coder que 256 caractères, il me semble, ou 512, je sais plus. Des encodages tels que UTF-8 permettent de coder bien plus de choses. En ASCII, par exemple, les accents, ils passent pas. En UTF-8, vous pouvez même mettre des signes arabes, il me semble, russes et tout ça, ou mettre des signes mathématiques relativement complexes. Donc je vous conseille de prendre UTF-8 parce que c'est un codage très répandu et qui permet de coder énormément de choses. Ensuite, toujours dans le head, vous avez la balise title. Donc vous avez l'élément title entouré de balise title avec un slash ici. Ça indique le titre de la page.
La balise H1 indique aussi un titre, mais c'est pas la même chose. La balise title indique le vrai titre, le titre officiel, si je puis dire, de la page. Le titre, par exemple, qui apparaît ici, ça c'est la balise title qui contient ce titre-là. Et qui après va l'afficher ici. Ça c'est la balise title. Et ça, par exemple, je sais pas, peut-être que ça, par exemple, c'est un H1. Un H1, donc c'est un titre à l'intérieur de la page web. Maintenant la balise body. Je parlais de code minimal obligatoire. Dans la balise body, en vrai, il n'y a rien qui soit vraiment obligatoire. On peut laisser la balise body vide si on veut. D'un point de vue W3C, c'est correct. Et ça marche très bien. Mais bon, ça sert à rien. Ça affiche une page vide. Pas très utile. Je vous ai mis quand même quelques balises que vous utiliserez obligatoirement. Dans le sens où elles vous seront très utiles. Pour le header, on verra plus tard. En gros, ça sert à structurer la page. Ça sert à indiquer ce qui sera placé en haut, en gros. On verra ça plus tard. Le H1, comme je disais, il sert à indiquer un titre interne qui est au milieu de la page. C'est juste une indication sémantique. Ça sert juste au robot Google, mais aussi à vous-même. En CSS, vous indiquerez comment vous voulez que les titres H1 apparaissent, par exemple. Il y a plusieurs niveaux de titres. Ça va de H1 à H6, il me semble. H1, donc c'est le plus gros titre, enfin les plus importants. Et H6, les moins importants. En général, les plus importants seront plus gros, plus rouges, plus gras, etc. Mais vous pourrez régler tout ça en CSS, c'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez la balise P, enfin les balises P. C'est pour écrire le texte, c'est des paragraphes. Vous allez structurer un paragraphe. Si je fais un ensemble de balises P ici, et un deuxième ici, ça fera 2 paragraphes avec un saut de ligne. Donc le texte, tout texte que vous mettez, que vous ne mettez pas dans des H1 ou ailleurs, tout texte qui servira à être comme une description interne à la page en gros, vous devez le mettre entre des balises P. C'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez toujours en mettre là. Vous pouvez, rien ne vous en empêche, il apparaîtra. Mais d'une part, vous ne pourrez pas le gérer en CSS. D'autre part, c'est pas correct en W3C, ça fera plein de problèmes de toutes sortes, entre autres avec les robots Google, entre autres, enfin les robots de moteurs de recherche, mais pas seulement. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc maintenant, je vais vous demander d'écrire le code de base dans votre propre fichier. Vous pouvez soit l'écrire par vous-même pour que ça rentre un peu, ou sinon vous pouvez le copier-coller. À l'heure où vous regardez cette vidéo, il est peut-être déjà dans mon site personnel. Il y aura peut-être le lien en description, vous pouvez regarder. Ce code de base, on peut commencer à voir déjà ce qu'il donne concrètement, quelle page il crée. Alors pour ça, vous pouvez aller sur votre fichier, faire ouvrir avec, vous choisissez, alors si vous faites ouvrir avec votre éditeur de texte, donc vous l'ouvrez dans l'éditeur de texte, sinon vous pouvez l'ouvrir avec votre navigateur. Au passage, vous pouvez choisir avec quoi il est ouvert par défaut, je ne sais pas, chez vous c'est peut-être déjà le navigateur. Pour dire avec quoi il va être ouvert par défaut, sous Mac par exemple, vous allez sur Autre, et vous choisissez l'application, par exemple Sumaltron, toujours ouvrir avec. Sous Windows, il y a d'autres moyens, il y a d'autres manières. Sous Linux, je ne sais pas exactement. Donc ouvrons-le avec le navigateur. Pour ma part, ce sera Google Chrome. Là, on peut voir que c'est vraiment moche. Ça donne rien de particulier. Bon, alors, c'est assez vite, mais c'est normal. Hein, je vous avais dit, vous inquiétez pas, on va enjoliver tout ça. Ça va venir. On peut voir à quoi correspond chaque chose. Alors, le title, il est ici. Le H1, il est là. En CSS, on détermine comment les choses apparaissent, mais par défaut, il y a déjà des normes. Par défaut, le H1 apparaît en gros et en gras. Et les P sont là. Comme vous voyez, il y a un saut de ligne entre les deux. Il y aura d'autres manières de faire des sauts de ligne, on le verra plus tard, mais un P, ça fait 2 paragraphes avec un saut de ligne entre les deux. Au passage, vu que vous ouvrez cette page via un navigateur, en l'occurrence Google Chrome, mais ça peut être n'importe quoi d'autre,
Vous pourriez penser que ça voudrait dire que votre page est sur Internet. C'est pas le cas. En fait, elle est dans votre ordinateur, mais un navigateur, il sert à ouvrir des pages HTML. Donc, que la page HTML vienne d'Internet ou de chez vous, c'est pareil pour lui. Donc ça, c'est juste que vous avez utilisé le navigateur qui est une application pour ouvrir votre page HTML. Là, vous pouvez le voir. C'est pas une adresse classique en http c'est file puis le chemin du fichier. On verra plus tard comment publier votre site, mais ça c'est pour bien plus tard encore. C'est pas de suite. Donc maintenant, comment enjoliver tout ça? On va voir tout ça avec CSS. On va par exemple mettre le fond de la page en violet. Donc je vais le faire et vous n'allez pas tout comprendre sur le coup, je vais vous expliquer plus en détail plus tard. Donc là, body, c'est pour dire la page en entier. Background, ça désigne le fond. Et je vais lui mettre une couleur, donc je vous expliquerai. Donc je vais faire une sorte de violet. Ensuite, donc ça va être tout pour le fond. Maintenant, on va s'occuper du titre. Le titre, H1 donc, il va être centré. Va être en rouge. Et il va être souligné. Maintenant donc, on va recharger la page, voyons ce que ça donne. On va voir. Ça donne rien du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas lié ma page exemple CSS à ma page html.css. Je vais donc le faire maintenant. Ça aussi, je vous expliquerai plus tard si vous voulez juste essayer de comprendre pour le moment et vous testerez si vous voulez une fois que vous aurez les explications. Alors, on va donc lier la page CSS grâce à la balise link. Après, bon, il y a quelques attributs. Je dis en gros que je vais l'écrire en CSS. Et href va indiquer la page avec laquelle ça va être lié. Donc là, il faut indiquer soit un chemin absolu, donc par exemple slash user, etc. C'est-à-dire que vous indiquez le chemin depuis la, depuis la racine, ou encore sous Mac tilde pour mon compte personnel, slash le reste du chemin et tout ça. Ou soit vous indiquez le chemin relatif. Bon, je vous expliquerai tout ça plus en détail plus tard. Moi, je vais indiquer le chemin relatif. Donc, à partir du dossier dans lequel je suis, donc exemple HTML est dans ce dossier, je vais aller à exemple CSS qui est dans le même dossier. Donc, je vais juste écrire exemple.css. Maintenant, ça devrait marcher. Voilà. Bon, ça rentre pas très bien. Ça serait peut-être mieux en jaune. C'est moche, hein, mais on verra plus tard. Normalement, on ne fait pas ce genre de choses pour des sites. Parce que ça rend mal, il faut quelque chose de plus sobre et tout ça. Pour que ce soit plus agréable à la lecture, plus dirigé vers la lecture et moins dirigé sur le côté coloration et tout ça. Mais bon, on verra tout ça plus tard si je prends l'exemple. Pour commencer, décortiquons un peu la syntaxe de CSS. La syntaxe, c'est la manière dont les choses s'imbriquent, c'est la manière dont on écrit en CSS. Donc tout d'abord, il vous faut en général, quand vous voulez faire des modifications sur un élément, sur une catégorie d'éléments, vous indiquez en gros l'élément que vous voulez modifier, par exemple body ou H1. En gros, c'est pas juste un élément, c'est une catégorie d'éléments. Par exemple, on aurait pu mettre P, tous les P auraient été modifiés, il n'y en aurait pas eu qu'un seul. Après, il y a quelques subtilités, j'en parlerai plus tard. En gros, vous indiquez une catégorie d'éléments. Par exemple,
les H1 en général seront centrés, jaunes et soulignés. Donc vous indiquez donc l'élément, où on verra plus précisément plus tard ce que ce sera. Puis vous mettez une paire d'accolades. Entre les deux accolades, vous faites une indentation. L'indentation, donc si jamais vous ne savez pas comment on fait, ça peut arriver, hein, on peut être débutant. Vous utilisez la tabulation, la touche tabulation, donc ce qui en général est à gauche du clavier. Sous Mac, c'est juste une flèche qui va de gauche à droite. Et sous Windows, c'est deux flèches l'une au-dessus de l'autre qui sont horizontales, qui vont l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Et ça permet de faire des tabulations comme ça. Et si vous faites une tabulation et que vous faites entrer, vous gardez la tabulation en général, hein, sur quasiment tous les éditeurs de texte. Cette tabulation, en fait, cette indentation, elle sert à s'y retrouver, elle est importante parce que si vous avez après une page qui fait des centaines de lignes de code, vous n'allez plus vous y retrouver, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous y retrouver, disons. C'est plus clair. Et donc, entre ces accolades, pour chaque élément, vous mettez toutes les modifications que vous voulez appliquer à l'élément en question. Une modification par ligne. Par exemple, le H1, il y aura cette modification-là, celle-là, celle-là. Il faut que pour délimiter les modifications, il faut que vous terminiez par un point-virgule. Ça veut dire que la modification s'arrête ici. Ça, c'est la modification, et là, pouf, elle s'arrête. Point-virgule, ça sert à mettre fin à la modification, à dire qu'on va passer à une autre modification, en gros. Donc, il faut suivre une syntaxe précise, à savoir, vous mettez le nom de la propriété, deux points, le nom de la valeur, point-virgule. La propriété, c'est-à-dire, par exemple, il y a plein de propriétés CSS, on les verra plus tard, je vous les montrerai, enfin, peut-être pas toutes non plus, mais je vous en montrerai beaucoup. Et par exemple, texte à ligne, c'est une propriété qui s'appliquera donc sur un élément et qui servira à dire comment le texte sera aligné. Donc on peut faire text align center, donc comme c'est actuellement, ça centre. Text align, je crois que c'est, on peut mettre left, il me semble, et right. Left, hop. Right. Hop. Donc là, moi je vais remettre center. Ah oui, vous avez justify aussi, je crois, mais je sais pas si ça va donner vu qu'il n'y a qu'un seul mot. Voilà, ça donne rien du coup. Justify, donc c'est si vous avez plusieurs lignes pour que ça arrive au bord, vous savez que ça, qu'il n'y ait pas d'écart à la fin du paragraphe, mais bon, ça on verra plus tard. Donc ça, c'était juste pour vous expliquer comment ça marchait en gros. Vous avez une propriété, une valeur. La propriété color, elle peut prendre une valeur comme valeur un mot-clé, par exemple yellow, red, etc. Elle peut aussi prendre comme là un code hexadécimal, on verra plus tard comment ça marche, ce que c'est. Elle peut prendre d'autres choses encore. Text decoration, ça sert à dire comment va se présenter le texte. En gros, on peut faire underline, on peut pour que ce soit souligné. Sinon, je vais vous faire un autre exemple. Donc pour l'exemple, on va modifier la balise P. La seule balise qui nous reste à modifier, la balise P, donc la balise de paragraphe. Donc vous allez le voir, donc ça ne va pas modifier juste un seul P, un seul élément, ça va modifier l'ensemble des éléments P. Donc vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez, ça pourra vous aider un peu. Donc alors P, vous mettez le nom de ce sur quoi s'applique votre changement. Vous mettez des accolades. Tiens, je sais pas si c'est le cas, non c'est peut-être pas le cas sur tous les éditeurs de texte, mais au moins sous fraise, vous mettez l'accolade, vous faites entrer, l'indentation se fait automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de la faire manuellement. Donc voilà, donc vous avez P, donc maintenant on va lui appliquer des changements, on va lui dire par exemple qu'il sera en italique, c'est-à-dire penché, enfin, je pense que vous voyez ce que ça veut dire. Voilà, donc il est en italique le texte. Et on pourra dire par exemple aussi qu'il sera blanc. N'oubliez pas le point virgule, n'oubliez pas les deux points. Regardez par exemple, bon, il sera blanc. Maintenant, on voit ce qui se passe si j'enlève un point virgule. Aucun des deux changements ne s'applique, ni en italique, ni en blanc. Mettez le point virgule. Si j'enlève les deux points, je pense que ça va faire un problème aussi.
Voilà, si j'enlève les 2 points, ça se met pas en italique non plus. Maintenant, étudions un peu la balise link, qui sert donc à lier la feuille CSS. En fait, une balise link ne sert pas forcément à lier une feuille CSS. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut lier d'autres choses. CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. Ça veut dire feuille de style en cascade. C'est une feuille de style, donc c'est quelque chose qui va décrire le style de la page, la façon dont il est décoré, etc. Donc avec rel, avec l'attribut rel, on va préciser que ce qu'on va lier, c'est une feuille de style. Donc on va dire rel égale style sheet. Je ne sais pas ce qu'on peut mettre d'autre. Avec l'attribut type, on va préciser que la feuille de style sera en CSS. On va dire type égale text/CSS. Et avec href, on va indiquer l'emplacement où se trouve notre feuille CSS. Il y a plusieurs manières d'indiquer l'emplacement, comme je disais. On indique, on indique le chemin qui mène jusqu'à la feuille CSS. On peut l'indiquer soit de manière absolue, soit de manière relative. De manière absolue, c'est-à-dire on écrit l'entièreté du chemin depuis la racine. Par exemple, sous Windows, ça pourrait être quelque chose du genre C2 anti-slash tout un tas de dossiers anti-slash exemple.css. Je ne connais pas votre arborescence, donc c'est à vous de remplir. Sous Linux, ça peut être quelque chose genre slash users, sous Linux ou Mac. Je ne sais pas si c'est users exactement sous Linux, mais peu importe. Slash users slash 3 petits points slash exemple.css. Slash sous Linux et Mac, c'est la racine. C'est là que se trouve l'ensemble des dossiers de l'ordinateur, si vous voulez. Si on remonte de parent en parent, on finit toujours par arriver à slash. Sinon, donc, une deuxième manière d'indiquer l'endroit où se trouve le fichier, c'est la plus pratique, celle que je vous conseille. C'est de manière relative par rapport à l'endroit où se trouve le fichier dans lequel vous écrivez le chemin. Là, en l'occurrence, on est dans le fichier exemple.html, donc il faudra indiquer la feuille de style par rapport à l'endroit où se trouve exemple.html. Exemple.html se trouve dans ce dossier-là, chez moi. Exemple code. Et donc, si votre feuille de style CSS est dans le même dossier que votre feuille HTML, que votre page HTML, il vous suffit d'écrire son nom, c'est tout. Si elle est dans un sous-dossier, il faudra écrire dossier slash exemple.css par rapport à l'endroit où on se trouve, par rapport au dossier courant, on appelle ça. Elle est dans le sous-dossier qu'on a nommé dossier. Et la page, c'est exemple.css. S'il y avait eu encore un dossier à l'intérieur, on aurait mis dossier 1 slash dossier 2, etc. et ainsi de suite. Donc, je vais enlever ce dossier. Et aussi, il se peut, des fois, qu'il faille remonter dans l'arborescence. Imaginons, par exemple, si vous avez choisi de mettre dans un dossier les pages HTML et dans un autre, les pages CSS. Là, par exemple, je vais mettre cette page dans HTML, cette page dans CSS. Du coup, il faut voir, on est par rapport au dossier, faut identifier le dossier courant. Donc le dossier courant, c'est le dossier dans lequel est ce fichier. Là, on va indiquer le lien. Donc maintenant, ce fichier-là, il se trouve dans le dossier HTML. Donc le dossier courant, c'est ce dossier-là. Donc pour trouver le dossier CSS à partir de là, il vous faut remonter d'un cran, puis aller dans le dossier CSS, puis vous trouvez le fichier exemple.css. Donc comment dire que vous remontez un dossier? En fait, ça se fait avec point point. Point point, ça veut dire je vais dans le dossier parent. Point point slash css slash exemple.css.
l'occurrence, j'ai rencontré quelques erreurs du fait que l'éditeur de texte n'est pas considéré que j'ai changé l'emplacement du fichier. Bon, je pourrais vous montrer comment faire, mais c'est un peu long et c'est pas très utile parce qu'il y a très peu de chances que ça arrive chez vous. Voilà pour les chemins relatifs donc. Donc alors on va rester on va continuer à utiliser la manière la plus simple, je trouve, c'est de tout mettre dans le même dossier et d'écrire tout simplement le nom du fichier. Toutefois, si vous faites comme j'avais fait, si vous mettez dans des dossiers séparés, si vous changez d'emplacement un fichier alors qu'il est encore ouvert, vous aurez besoin, en gros, il faudra le fermer, puis ensuite le changer d'emplacement, puis le rouvrir dans l'autre emplacement, puis le modifier. C'est un peu chiant, enfin, ça le fait pas toujours, mais ça le fait. Ça le fait chez moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est à cause de l'éditeur de texte, à cause de Mac, j'en sais rien, je sais pas exactement, je sais que d'habitude ça le fait pas. C'est un peu bête, mais bon. Maintenant que vous avez compris le principe, on va passer au TP. Et d'abord, je vais vous montrer, comme je l'avais dit, en vrac, tout un tas de propriétés, de balises, etc. que vous pourrez utiliser pour faire plaisir, quoi, pour laisser libre cours à votre imagination et aussi pour le TP, etc. Pour que vous ayez un peu de la matière à faire quelque chose. Je vais vous donner juste des exemples qui ne sont pas très complexes. Alors on va commencer par les liens. On peut faire des liens pour, par exemple, imaginons, je vais faire un lien pour aller sur Google, par exemple. Et un lien vers Google. Alors, il y a un lien vers Google, donc mon but c'est que le mot Google amène à la page de Google. Donc je vais utiliser la balise A pour Anchor, je crois. Ça veut dire encre. La balise A avec un attribut href. Il me semble qu'il y en a d'autres aussi d'attributs, je ne sais plus, mais pour le moment, on reste simple. Juste pour que vous compreniez, que vous ayez de quoi coder un peu. Href, donc comme pour le link, href, ça donne le chemin que vous voulez suivre. En l'occurrence, donc on va le donner de manière absolue. En fait, vous pouvez, encore une fois, il y a l'histoire d'absolu et de relatif. Soit vous faites de manière absolue et vous pouvez, comme ici par exemple, http://www.google.com. Là, je donne de manière absolue. On pourra aussi le faire de manière relative pour aller à une autre page de notre site, mais on y viendra plus tard. Là, voilà. Donc là, on a un lien, on clique dessus, on arrive sur Google. Mais je détaille pas plus pour le moment. Maintenant, je vais vous montrer comment aller à la ligne, comment passer à la ligne. Imaginons donc, je vais vous faire un nouveau paragraphe. En fait, je ne veux pas dire sauter une ligne, je ne veux pas dire faire un nouveau paragraphe, mais à l'intérieur d'un paragraphe même, aller à la ligne. Par exemple, hop, voilà, tac. On va faire en sorte qu'il y ait plein de... Tout un baratin. Et je veux par exemple qu'ici ou n'importe où, on aille à la ligne. On va dire par exemple là. Je vais mettre une balise BR. Pour break, je crois. Ça veut dire casser, ça veut dire. En gros, aller à la ligne. Je mets cette balise là. Et hop, on a un retour à la ligne ici. Ne l'utilisez que pour les retours à la ligne. Ne l'utilisez pas pour sauter des lignes. Pour sauter des lignes, utilisez P. Je sais plus précisément pourquoi, mais en gros, il faut que la sémantique est importante dans vos balises. Il faut que vous utilisiez bien les bonnes balises pour faire les bonnes choses. Je sais plus exactement pourquoi, mais je sais que c'est une utilité. Maintenant, on va voir comment faire une grande ligne horizontale. Imaginons que je veux qu'il y ait une grande ligne qui sépare le titre du texte. On va se placer après le titre. Et on va utiliser la balise HR. Horizontale RAW, je crois. Une ligne horizontale. Et voilà, une balise HR. Maintenant, on va essayer d'insérer une image. Alors, cette image, donc vous pouvez prendre l'image que vous voulez, soit vous allez chercher dans vos images, n'importe quoi. Moi, je vais faire une petite capture vite fait. Voilà. Petite capture d'écran, hop. Si vous voulez le faire sous Mac, d'ailleurs, c'est commande maj, puis 4 en l'occurrence pour sélectionner une zone. Voilà. Cette image-là, on va l'appeler image. Image 1, voilà, image 1.
qui est faites attention, donc il n'y a pas toujours marqué l'extension, mais il faut la préciser. L'extension en l'occurrence, donc si je vais lire les informations, c'est PNG. Donc elle s'appelle image1.png. Je vais essayer d'insérer cette image. Les images, il faut toujours, pour que ce soit conforme W3C, norme W3C, il faut les mettre à l'intérieur d'un paragraphe. Donc on va utiliser la balise IMG. Il y a d'autres choses à mettre normalement, mais pour le moment on va juste mettre source, SRC. Source est l'adresse de l'image, en l'occurrence elle est dans le même dossier, donc on va juste mettre son nom. Son nom c'est image1. Image1.png, n'oubliez pas, .png. Normalement il y a des bugs si vous ne mettez pas .png. Il y a peut-être des navigateurs ou autres qui savent gérer ça. Mais il vaut mieux préciser l'extension. Il y a toujours moyen de la trouver. Donc là je mets ça et hop, voilà, l'image est insérée à l'endroit où je l'ai mise. Ensuite on va voir comment faire d'autres niveaux de titres. H2, donc un titre moins important. Sous-titre /H2. Et blabla. P. H2 autre sous-titre /H2. Blabla. Et là, voilà, maintenant on a les sous-titres. Je vais les laisser avec leur apparence par défaut. Je ne vais pas les toucher pour le moment. Maintenant, on va voir comment modifier la police. On va modifier la police des paragraphes, par exemple. Pour ça, on va faire font family. Font family, deux points. On va dire par exemple comic sans ms. Vu qu'il y a plusieurs mots. En gros, pour préciser que c'est pas. Si j'avais pas mis les guillemets, il me semble qu'il aurait pu comprendre qu'il y a la police comique, la police sans, la police ms. Pour lui signifier que c'est comique sans ms, c'est le nom d'une seule police, il faut mettre entre guillemets. Voilà, on est passé en comique sans ms. On peut faire aussi en Times New Roman. Personnellement, j'aime bien celle-là. Je crois que c'est la police par défaut, je sais pas exactement. Ensuite, on va faire quelque chose d'intéressant. On va voir comment mettre toutes les lettres d'un type d'élément en majuscule, en petite majuscule. Pour ça, il faut utiliser font variante. Là, je le fais dans P en l'occurrence, j'aurais pu le faire ailleurs. Bah oui, je vais le faire ailleurs. Dans H2. H2. Font variante de point small caps. Point virgule. Voilà. Là, c'est en petite capitale. L'intérêt de faire ça, on pourrait dire oui, mais pourquoi s'embêter à faire ça alors qu'on pourrait tout simplement écrire en majuscule. Oui, mais l'intérêt c'est que si vous avez 2000 pages avec plein de sous-titres et que d'un seul coup vous décidez que vos sous-titres seront différents, ben, vous utilisez font variante small caps ou vous l'enlevez, n'importe quoi, font variante normale, je crois, sinon, bref. Vous pouvez tout changer d'un coup comme ça. Maintenant, on va faire un test qui sera intéressant. On va utiliser la propriété background. Donc fond d'écran, je sais plus. Pour autre chose que body. Donc body, ça désigne body en fait c'est cet élément là, donc c'est la totalité de ce qui est affiché dans la page. Donc si je fais body background et je mets du violet, ben, il y a du violet dans tout le fond de la page. Et maintenant, si je le mets juste à un type d'élément, background, voyons voir, green. Voilà.
et ben il y a juste ça qui est... voilà, il y a juste un fond que pour ça uniquement. Ça va d'un bout à l'autre. Pourquoi ça va d'un bout à l'autre, pourquoi ça a cette forme et tout ça, on le verra plus tard. C'est parce que un titre, en gros, c'est ce qu'on appelle un bloc. Il y a des balises de bloc, il y a des balises inline, mais on verra plus tard. Et donc aussi, je vais faire autre chose que je vais vous expliquer plus tard. Savoir border, black. En gros, on va essayer de créer une bordure. Si vous n'avez pas précisé la largeur de la bordure, elle est par défaut à 0, il me semble. Donc il faut préciser un px solide. Voilà. Vous n'avez pas besoin de virgule en fait. Vous mettez les valeurs que vous voulez d'affilée avec des espaces entre. Pas besoin de virgule. Donc alors un px pour dire que la bordure va faire un pixel. Solide, c'est le type de la bordure. Il peut y avoir des bordures en tiré, des bordures en trait plein comme ça, en solide. Et black, bon c'est pour la couleur. On va mettre juste pour voir. Ça va être moche, hein, mais juste pour le test. 10 pixels. Hop, voilà. Ensuite, là vous voyez, là en gros le mot sous-titre est collé au bord. On va voir comment mettre de l'espace entre le texte et les bordures. Et comment mettre de l'espace aussi entre les bordures et le reste de la page. Pour ça, on va utiliser margin et padding. Je sais plus lequel sert à quoi, mais on va le voir en temps réel. Margin, 2 points. Allez, pour bien voir, 25 pixels. Voilà. Donc margin, donc c'est pour ce qu'il y a autour de la bordure. C'est pour mettre un espace extérieur. Et padding ou padding, je sais plus. Padding, il me semble. C'est pour l'intérieur. C'est l'espace intérieur. Passons maintenant au TP. Je vous ai concocté une petite page que je vous demanderai d'essayer de refaire. Vous n'êtes pas obligé de refaire exactement de la même manière que moi. Si je vous présente quand même une page à faire, c'est à la fois histoire que vous ayez des idées, et c'est aussi parce que comme ça, vous aurez la correction correspondra à ce que vous avez essayé de faire, si vous essayez de faire comme moi. Donc voilà, donc alors il y a quelques petites précisions. J'ai redimensionné une image, mais je vous ai pas appris à le faire, donc je vous demanderai pas de le faire. C'est juste parce qu'elle était beaucoup trop grande, elle rentrait pas dans l'écran. C'était pas très beau, mais si vous redimensionnez pas, c'est pas très grave pour le moment. Ensuite, alors pour le fond, là, j'ai utilisé on dirait du rouge, mais j'ai tapé maroon, M-A-R-2-O-N. Vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Pour les sous-titres, j'ai utilisé Comics sans MS. Pour les paragraphes, j'ai utilisé Times New Roman. Ensuite, j'ai mis un lien sur Google Maps, bon peu importe, voilà, il situe. Et bon, j'ai mis une petite citation à la con, bon il y a une petite raison pour laquelle je l'ai fait, que je ne préciserai pas. Donc maintenant, à vous de jouer, essayez de refaire cette page, à peu près. Et je vous dis à tout à l'heure pour la correction. Donc je vous conseille de mettre la vidéo sur pause, et juste après, j'envoie la correction. À tout à l'heure. Donc maintenant, voyons pour la correction. Alors, en fait, j'ai créé un nouveau dossier TP dans lequel j'ai créé deux nouveaux fichiers, donc vacances.html, présentation.css, et j'ai glissé aussi une photo de vacances. Les fichiers, donc vacances.html et présentation.css sont ici. Alors, le titre, j'ai mis vacances, comme vous le voyez ici. J'ai mis href présentation.css. Ensuite, bon, l'image, comme vous voyez là, je l'ai redimensionné ici, mais je vous ai pas appris à le faire, donc bon, si vous l'avez pas fait, c'est pas un souci. Situé sur la carte, donc j'ai mis un lien sur Google Maps, donc je suis allé sur Google. J'ai fait Aix, en Provence, voilà. Maps. Voilà, donc j'ai pris ça, je l'ai copié. Ensuite, bon, je l'ai collé ici, voilà. Dans href, donc avec un chemin absolu. Puis j'ai mis comme texte lien Google Maps, puis j'ai fermé
vais fermer le lien, la balise de lien. La citation hors sujet, en fait, c'était juste pour... parce qu'il y avait beaucoup de retours à la ligne. C'était pour faire bosser les retours à la ligne. Et sinon, donc la présentation, donc le CSS maintenant. Donc alors le fond d'écran noir, comme vous voyez là. Je vais plutôt mettre comme ça, ce sera mieux. Le fond d'écran en noir. Le gros titre, donc H1. Un text align center pour qu'il soit centré. Donc je l'ai mis en jaune, souligné. Le fond marron, enfin bon, ça fait un peu rouge, mais bon. Ensuite, donc le bord 3 pixels, solid yellow. Bon, c'est pas fait 3 pixels exactement, c'est pas grave. Margin, donc c'est la marge extérieure 10 pixels, marge intérieure 15 pixels. Ensuite, donc en small caps, les paragraphes donc en blanc et en Times New Roman. Si vous précisez pas color white, vous allez retrouver avec du noir sur fond noir. Par défaut, c'est noir. Par défaut, le texte est noir, donc vous allez rien voir du tout. Font family, H2 donc en italique, vous voyez là, en italique, en jaune, et en comics en MS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des retours, donc si vous avez des commentaires à faire, si il y a des points qui n'étaient pas clairs, n'importe quoi que vous voulez éclaircir, n'importe quoi. Donc on va bientôt continuer à approfondir donc HTML et CSS. D'ici là, donc n'hésitez pas à vous entraîner à faire vos propres pages, à vous entraîner tant que vous pouvez. On les améliorera plus tard quand on aura avancé. Donc voilà. Merci beaucoup pour avoir regardé et je vous dis à très bientôt.